Dans notre épisode d'aujourd'hui, je vais accueillir Rosalie Côté, copywriter et stratège en pricing de valeur. Merci Rosalie d'être parmi nous, je suis très ravie de t'accueillir. Merci à toi pour l'invitation. J'étais contente de venir faire un tour, de parler un peu de parcours et j'ai hâte de voir où la discussion va aller. Alors en 2021, tu te lances comme adjointe virtuelle et peu de temps après, tu découvres le copywriting et tu décides de pivoter ton activité. Est-ce que tu veux bien nous parler de ce parcours, de ton parcours, les peurs et les défis que tu as affrontés? Hmm. Dans ces premières étapes-là, en fait, euh, moi, d'abord et avant tout, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai commencé en ressources humaines. Et là, je retourne en ma sortie de l'université. C'est sûr que les ressources humaines, c'était pas mon premier choix, dans le sens où quand j'étais à l'école, ce qui m'intéressait, c'était la stratégie, mais il n'y a pas personne qui embauche de stratège en sortant de l'école. Clairement, je manquais d'expérience et c'est correct. Donc, j'étais allée vers les ressources humaines. Mais les ressources humaines, c'était pas du tout euh, le bon environnement de travail pour moi, dans le sens où c'était beaucoup de pression. Je suis une personne qui est très sensible aussi. C'était difficile pour moi de faire des mises à pied, d'avoir des Mhm. employés qui pleuraient dans mon bureau parce qu'il y avait eu des problèmes. Fait que c'était très, très, très Ouais. difficile. Puis j'en ai fait un burn-out. Puis après ça, ben, à chaque fois que j'essayais de revenir au travail ou de reconsidérer la profession en ressources humaines, ça me tentait pas. Ça me tentait vraiment pas. À un moment donné, je fais OK, bon, mais ça c'est pas pour moi finalement. Puis j'avais fait des entrevues, puis à chaque fois il y avait quelque chose à l'intérieur de moi qui me disait va pas là, Rosalie, c'est pas la bonne direction. J'ai décidé d'aller comme adjointe de direction dans un bureau, puis je pensais que c'était la bonne avenue pour moi parce que je trouvais que c'était moins stressant, j'avais tout le côté administratif, mais ça manquait un petit peu de challenge aussi. Puis c'est là où j'ai décidé d'aller me lancer à mon compte. Je trouvais là que j'allais avoir plus ma place, mais même une fois comme adjointe virtuelle, ça n'a pas pris beaucoup de temps avant que je réalise que je manquais de défis parce que je travaillais tout le temps sur la business des autres puis jamais sur la mienne. Mhm. Mhm. Euh, Puis c'est sûr que là j'avais des enjeux là au niveau d'adjointe virtuelle. Je pense que tu es capable d'avoir un super de bon positionnement comme adjointe virtuelle, mais pour moi ça n'a pas été long quand j'ai découvert le copywriting. J'ai vu qu'Alex faisait sa certification. À l'époque, c'était des certifications d'un an où on était évalués, puis on avait vraiment beaucoup de temps avec Alex. Puis j'ai envoyé un message à Alex, excuse-moi, sur un coup de tête complètement. Et j'ai tellement stressé que j'ai voulu retirer le message. J'avais envoyé un message sur Instagram, puis j'ai voulu l'enlever parce que je me disais jamais je serais assez bonne, jamais je serais capable. Puis finalement, ben on n'était pas capable dans Instagram d'enlever des messages. Donc Alex l'a vu, m'a dit écoute, on pourrait se faire une rencontre. J'ai voulu annuler la rencontre parce que j'étais trop stressée. Et ensuite de ça, mon psychologue, que je remercie aujourd'hui, m'a dit, ben, tu sais, Rosalie, tu peux juste aller prendre les informations, puis si ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. Donc, Ouais. je suis allée et, ben, finalement, j'ai embarqué dans la certification, ça s'est super bien passé, puis j'ai fait mon chemin au fur et à mesure, mais tu sais, ce qu'il faut comprendre, c'est que je manquais tellement de confiance que juste faire le pivot vers le copywriting, je pensais que j'allais pas être assez. Mhm. Puis, je pense qu'à travers toutes ces étapes-là, j'avais vécu beaucoup de découragement. Donc, Ouais. ouais, ça ressemble à ça, mon Ouais, non, parcours. mais je pense que beaucoup pourraient s'identifier à ce parcours parce que c'est vrai qu'on se dit, oh, c'est pas pour moi, il y a la peur qui dit, oh, c'est un signe, et des fois, il faut pas trop s'écouter, en fait. Non, non, fallait pas que je m'écoute. Puis moi, clairement, j'ai un trouble anxieux, donc puis je manquais vraiment beaucoup de confiance en moi, fait que j'étais pas capable de penser que j'allais être assez, puis je trouvais ça tellement impressionnant les autres personnes qui étaient dans la Mm, certification, qui l'avaient fait avant, je me disais ça se peut pas, je suis pas rendue là, mais c'est vrai qu'à la limite je l'aurais fait l'année suivante, c'était pas mm. grave de me faire dire non, mais je me suis en tout cas dans mon cerveau à ce moment-là, c'était beaucoup me mettre en danger, puis finalement tu sais je suis vraiment contente de l'avoir fait, mais j'ai vraiment passé proche. Si j'avais pu enlever un message dans Instagram, je sais pas qu'est-ce qui se serait passé. Et ce qui est fascinant dans ton parcours, Rosalie, c'est que depuis l'année dernière, j'ai l'impression que ton activité bouge beaucoup. Alors, quel levier est-ce que tu as utilisé pour accélérer ta croissance en si peu de temps? Hmm. Euh, Il y a beaucoup de choses qui se cumulent ensemble parce qu'il n'y a pas juste OK, j'ai fait des webinaires puis ça m'a aidé. Je pense Mhm, que le premier pas, ça a été des webinaires. Puis ça fait 2 ans
que j'en ai fait un premier. Je pense que j'avais reçu une belle réception à ce webinaire-là, beaucoup de visibilité. Puis ensuite de ça, ben, les gens ils ont commencé à s'intéresser un peu plus à moi. Mais c'est sûr que c'est pas juste ça. Il y a le fait que j'ai des relations aussi avec des gens qui, eux, ont de la visibilité, à qui j'ai pu demander de l'aide. J'ai pu aussi avoir des conseils de ces personnes-là. Ça m'a rassuré un peu dans mon processus. Donc, s'entourer de personnes, demander de l'aide, et les premiers pas, pour moi, ça a été des webinaires, puis éventuellement, ben, de m'inviter sur des podcasts, d'aller faire des expériences comme ça. Puis au fur et à mesure, j'ai reçu beaucoup des invitations. Puis là, je me trouve vraiment privilégiée d'en recevoir de façon quand même assez naturelle. Fait que, ouais, je te dirais, mais la première étape, c'est un webinaire, puis j'aimerais tellement ça que les gens ils fassent plus de webinaires ou qu'ils fassent plus quelque chose pour se mettre en danger, même devant les gens en danger. Là. On n'est pas vraiment en danger parce que je trouve que c'est une belle façon de prendre sa place. Mais c'est vrai qu'on repousse, on se dit non, je suis pas prête, et puis on attend, et puis finalement, en fait, si on avait commencé plus tôt, et ben, puis la confiance, en fait, elle s'acquiert aussi au fur et à mesure qu'on agit, je pense Oui. aussi. Je me disais tout le temps, je suis pas assez big entrepreneur. Tu sais, je voyais ça comme les gens. Ouais, mais tu deviens pas un gros entrepreneur avec une grosse audience si tu fais pas des premières étapes en faisant comme si, tu sais, Mais ça se voilà, fait c'est pas. ça, en fait, voilà. Et on pense qu'il va y avoir un saut d'un coup, mais non, c'est les actions qu'on va prendre qui font que, bah, on grandit, en fait, au final. Ouais, c'est un effet cumulé. Tu sais, c'est pas juste un ou c'est pas juste l'autre, mais s'entourer, je le dirai jamais assez. C'est sûr que moi, ça a été un grand privilège pour moi. Puis, je veux dire, mon réseau continue de grandir, mais c'est ça, je pense que c'est tellement un bel investissement sur son énergie d'avoir des bonnes relations en affaires. Mhm. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on se dit, oh, il y a les réseaux sociaux, donc je vais poster, et puis je vais bien finir par me rendre visible. Mais au final, à côté, quand même, avoir un réseau de personnes, pas que sur les réseaux sociaux, c'est important quand même, au final, en fait. Ouais, D'avoir une définitivement. communauté. Tu es arrivé dans un marché saturé, donc le copywriting. Enfin, on Oui. peut dire qu'il y a beaucoup de copywriters. Comment est-ce que tu as fait pour te positionner comme experte et sortir du lot? Quels choix stratégiques t'ont permis de ne pas te noyer dans la masse, en fait? Mmh. C'est sûr que pour moi, parce que là, en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que au moment où je me lance en copywriting, je suis entourée on est 6 personnes, dans le fond. Donc, dans mon groupe de certifiés qui essaient de faire leur place à leur façon. Jamais je me suis sentie en compétition avec ces personnes-là. Je pense qu'on avait toute notre personnalité, notre façon de faire. Mais pour moi, c'est sûr que ça m'a poussé rapidement à me réfléchir avec qui est-ce que je veux travailler, puis qu'est-ce que j'aimerais faire. Puis ça a été de fil en aiguille, encore une fois, de dire, bon, ben ok, d'abord, je vais commencer par rédiger des offres de services, puis là, réaliser que l'impact que ça a, c'est sur le pricing. Et là, aller parler de pricing. J'ai eu des discussions aussi avec Alex parce qu'au début, j'éprouvais vraiment un gros malaise à l'idée de parler de pricing quand mon mentor est quelqu'un qui parlait beaucoup de pricing, mais cette discussion-là, elle a été... en fait, je pense qu'on a eu une belle discussion à propos de ça, puis on le fait pas de la même façon, on l'aborde pas de la même façon, fait que je pense qu'on est mieux à la limite de faire équipe à ce moment-là. Fait que pas du tout non plus en compétition, mais je pense que ça a été vraiment de tester des choses puis de réaliser, OK, bon, mais ça, c'est une clientèle avec laquelle j'ai envie de travailler, ça va me challenger parce que des personnes qui auraient pas envie là d'aller faire des invitations sur des aller faire des webinaires, aller, tu sais, je comprends que c'est pas pour tout le monde mais à ce moment-là. Avec quel type d'audience ou de clientèle est-ce que tu veux travailler qui t'amène pas ce besoin-là? C'est sûr que moi, il faut que je parle à beaucoup de gens pour être capable d'avoir l'impact que je veux avoir. Donc ouais, c'est ça, c'est un mélange de tout ça, mais moi, ça a commencé par l'écriture d'offres de services pour des clients, puis de fil en aiguille, ça a été vers le pricing, vers des offres qui étaient un petit peu différentes, qui n'étaient pas nécessairement j'écris pour toi, mais je pense avec toi sur ton pricing. Puis ben aujourd'hui, je pense que ça m'a permis vraiment d'avoir une niche qui est différente du copywriting. Même si j'en fais encore de l'écriture pour des clients, mais c'est sûr que je pense que je me distingue des autres par cet angle-là. Et en fait, j'ai l'impression que, en fait, cet angle différenciant, on le découvre justement au fur et à mesure où
où on Mhm. propose, on teste, parce que des fois on pourrait se dire, je vais peaufiner cette offre pour que justement elle soit parfaite, et puis on attend, on essaie de peaufiner derrière, mais au final le mieux c'est quand même de proposer quelque chose au départ et puis de tester et au fur et à mesure de dire, ok, ben voilà, je vais plus m'orienter de ce côté-là en fait. Amen. Oui, tellement parce que c'est souvent ça qui m'arrivait, c'est qu'il y a des gens qui me disaient ah, mais j'aimerais tellement ça avoir une bonne idée comme toi, Rosalie, Mm. j'aimerais ça faire ça. Puis comme effectivement, tu sais, je pense que j'ai eu une bonne idée, mais j'ai commencé par quelque chose de tout petit, Mm. puis je me suis laissé la chance de l'essayer, puis c'était vraiment pas parfait, puis ça l'est pas encore aujourd'hui. Puis on évolue à travers ça. Ouais. Puis je pense pas que l'offre parfaite existe en même temps. Donc, Non, non. quelles sont les erreurs de positionnement que tu observes souvent chez les solopreneurs ou freelanceurs qui exercent dans un métier saturé? Je vais voir souvent des personnes qui vont s'adresser à un type d'emploi en particulier. Donc, ils vont dire, par exemple, je voyais beaucoup ça comme adjointe virtuelle. OK, je vais travailler avec les consultants en ressources humaines. Bon, c'est ça Mm. que je faisais avant, mais qui allait pas assez en profondeur dans OK, mais c'est quoi que tu vas leur apporter? Il y a pas cette personnalisation de l'offre. C'est juste d'essayer de te limiter, ben pas de te limiter, mais de te limiter au niveau de euh, quel type de clientèle que tu vas avoir, mais il y a pas assez de questionnement de fond sur qu'est-ce qu'elle veut, qu'est-ce que toi tu lui apportes, c'est quoi ta différence à toi, parce que il y a tellement des façons de se nicher qui ne nécessite pas nécessairement à ce que ce soit euh, d'aller vers un type de clientèle seulement ou d'aller vers, tu sais, ça peut être géographique, ça peut être le budget de la personne, il y a tellement des façons de faire que je trouve ça plate quand on se limite de cette façon-là. Mais je pense qu'il y a aussi une confusion dans le mot niche, se Oui. nicher en fait. Je pense que du coup, les gens n'ont pas trop compris comment vraiment se nicher, quelle est cette notion de se nicher en fait. Mm-hmm. Ouais, puis si je pense que c'est là où on va aller vers un groupe de personnes. OK, je veux m'adresser aux mères entrepreneurs. OK, mais qu'est-ce que tu veux y apporter? Qu'est-ce que ça va changer? C'est quoi son besoin? OK, mais puis est-ce que tu as une offre qui est précise en fonction de ça? C'est quoi ton expertise, toi? Qu'est-ce qui te différencie? Puis là, je comprends que tu vas pas te poser toutes ces questions-là, mais je trouve que c'est un peu de faire le travail d'une façon lâche que d'aller juste vers un groupe de personnes avec qui tu as envie de travailler, puis de pas te demander les questions de fond sur c'est quoi ses besoins, puis comment est-ce que je vais travailler avec ces personnes-là, parce que au final, tu n'auras pas le même impact si tu offres pas quelque chose de personnalisé ou en fonction de qu'est-ce qu'ils ont besoin. Et l'un des grands tournants pour toi, ça a été d'arrêter de facturer à l'heure pour passer au pricing de valeur. Est-ce que tu peux nous expliquer concrètement en quoi consiste le pricing de valeur? Mmh. Puis ça, ce que je vois souvent dans le pricing de valeur, c'est OK, bon, ça me prend à peu près tel temps. Tu sais, c'est la perception que les gens ont, c'est un petit peu de prendre la tarification à l'heure et d'en faire un forfait. Mais c'est pas ça. En fait, c'est de voir c'est quoi que ça a comme valeur aux yeux du client, lui faire une offre en fonction, ben, de qu'est-ce que tu as comme ressources ou peu importe, mais de que le prix, ça soit pas nécessairement en fonction du nombre de temps que ça te prend, mais bien voilà, en fonction de la valeur du client. Fait que c'est facile quand on pense, ben facile, je vais mettre entre guillemets, quand on pense à des produits, par exemple, tu sais, jamais, moi, quand que j'achète, puis j'aime beaucoup l'exemple des Tupperware, là, tu sais, les intellifrais, les Tupperware à légumes, euh, il coûte, je sais pas, 80, 100 dollars canadiens, je pense, l'ensemble Mhm. de 4-5 plats. C'est vraiment très cher. Ouais. Mais ce qu'on me vend, c'est pas le temps de fabrication, le type de plastique. Ce qu'on me dit, c'est que mes légumes vont rester frais longtemps, que tu vas pouvoir les conserver plus longtemps, qu'il va y avoir moins de gaspillage. C'est ça qu'on vend. Mais c'est un peu ça avec ton service. C'est pas le nombre de temps que ça va avoir pris pour le faire, c'est quoi les impacts que va avoir sur ton client, puis qu'est-ce que ça va faire. Fait ouais, Ouais, exactement. c'est complètement un shift de mindset en fait de se dire parce que c'est carrément une vision différente en fait, je pense, du pricing de Définitivement, valeur. Ouais. c'est difficile. Puis je pense que ce que les gens ont de la difficulté, c'est qu'ils veulent être rentables, puis la Mm. rentabilité est importante pour toi, mais pas Mm. importante pour ton client. Ton client, ben, sauf s'il est un peu micromanager, mais comme ça change rien dans sa vie si le travail est bien fait, puis il Mhm. atteint ses objectifs, il s'en fout de combien de temps ça a pris. Le temps, c'est important pour toi. Est-ce que tu es rentable dans ton temps? Mais après Mhm. ça,
ça va pas, t'as pas besoin de justifier ton travail en fonction du nombre de temps que ça prend, mais bien, c'est quoi que ça apporte à la personne. Mmh. Et par exemple, il y a des métiers comme par exemple, je pense aux métiers de thérapeutes comme les sophrologues ou qui ont besoin de faire des consultations à l'heure en fait. Est-ce que du coup, est-ce qu'elles peuvent par exemple se dire, OK, à partir d'aujourd'hui, j'arrête les consultations à l'heure et je propose que du forfait? Mhm. Euh, ben c'est sûr que dans certains métiers, il va y avoir des ordres professionnels. En tout cas, au Québec, au Canada, on va avoir des ordres professionnels. Euh, il va y avoir des règlements qui vont encadrer la pratique. Donc, puis là, j'avais fait un atelier là-dessus avec Lauriane qui encadre aussi des professionnels qui sont dans un ordre au Québec. Et bon, par exemple, tu peux aller faire une formule de groupe, mais il fallait que tu aies une portion vraiment t'assurer que ça répond bien aux besoins de la personne. Fait il faut juste bien s'assurer qu'on respecte les notions de son ordre. Mais oui, c'est possible. Est-ce que ça demande des efforts de le faire un petit peu différemment, de sortir du lot? Oui, mais il va y avoir des clients qui vont qui vont avoir des besoins en fonction de ça. T'sais, peut-être que ça va être un plus petit prix ou peut-être que ça va être un plus gros prix. Mais oui, ça se fait. Ça se fait. C'est juste que effectivement, il va y avoir des certains milieux où c'est plus réglementé, où on est moins habitué. Mais ça veut pas dire que tu peux pas te démarquer via une offre qui est différente. Mmh, d'accord. Et est-ce qu'on peut passer d'une facturation à l'heure au forfait du jour au lendemain? Genre par exemple, bon bah aujourd'hui je facture à l'heure et puis demain j'arrête tout, je passe au forfait. Hmm. Comment est-ce que tu fais la transition? Ça va prendre, c'est sûr, un travail de fond sur la façon que tu vends tes choses. Parce que quand tu vends à l'heure, tu vends ton temps. C'est comme la technique facile versus si tu vends un résultat, une expertise, une expérience, peu importe, ben là, ça va te demander un travail sur, OK, mais qu'est-ce que ça apporte à la personne? Toute cette Mmh, réflexion-là. Est-ce que je pense que ça peut se faire rapidement? Oui, définitivement, mais c'est sûr que les clients que tu as en ce moment, il va falloir faire une transition ou les avertir. Après ça, mmh. les nouveaux clients, il va falloir que tu vendes d'une nouvelle façon. Mais oui, ça se fait quand même rapidement. C'est juste que ça demande quand même un travail de fond sur c'est quoi mon processus de vente, comment est-ce que je vais présenter mes arguments de vente, Mmh. etc. Parce que tout ça, ça change du coup. Oui, oui, définitivement. Il y a beaucoup de choses. C'est un gros changement de positionnement auprès de ton client aussi. Voici Mmh. mon expertise, voici comment je fonctionne, voici ce qu'on va faire ensemble. Mais ça se fait, ça se fait. C'est pas, faut pas le voir comme une montagne non plus. Il y a plusieurs choses à changer, mais après ça, on est content d'être libéré. Oui, puis ça fait un meilleur positionnement avec tes clients dans le sens où on respecte plus ton expertise, on respecte plus ton temps. On te demande pas de faire 15 000 changements dernière minute un mercredi soir parce qu'on a besoin de quelque chose rush pour le lendemain. Ouais. Il y a vraiment beaucoup de choses qui changent. Moi, je me suis jamais fait autant respecter par mes clients que quand j'ai arrêté Mmh. de charger à l'heure. Mmh. Euh, c'est bon, on n'a pas besoin de travailler un certain nombre d'heures quand on est malade, tout ça, on n'est pas Ouais. dépendant du nombre de temps qu'on a derrière Mmh. l'ordinateur. Fait que tout ça, c'est des choses qui font en sorte que oui, on gagne à arrêter de charger à l'heure. Je pense que ça vaut la peine. Puis on a beaucoup plus confiance aussi en nous puis en notre expertise quand on n'est pas en train de vendre notre temps puis Mmh. on a nos arguments de vente. Fait que tout ça bien joué ensemble. Mmh. Et pour quelqu'un qui débute, est-ce que justement la facturation à l'heure peut être quand même une étape utile pour gagner en confiance et comprendre son marché? Ou est-ce que tu recommanderais tout de suite de commencer directement avec un forfait? Euh, Si la personne ne sait pas exactement qu'est-ce qu'elle veut faire, puis souvent c'est Mmh. ça au départ, Ouais. si la personne ne sait pas encore avec qui elle a envie de travailler, c'est quoi la format de ses offres, oui, moi j'encourage à commencer à l'heure, mais peut-être bon, avec les clients que tu penses que ça peut durer longtemps, d'être clair sur voici, ça va fonctionner comme ça pour un certain temps, mais à un moment donné, tu sais, je prévois faire une transition vers des fois, on en discutera rendu là. Mais pour commencer, pour expérimenter, je pense que c'est un peu un passage plus safe pour pas non plus perdre trop d'argent ou perdre trop de Mmh. temps dans des affaires. Mais rapidement, il faut faire une transition parce que plus on attend, plus c'est difficile de faire la transition. Mmh. Donc en fait, il faudrait anticiper dès le départ de se dire, OK, sur le court terme, je démarre, je vais tester avec, comment dire, à l'heure. Mais Oui. après, on sait très bien qu'on va quand même passer au forfait de valeur et on va se dire, oh non, Mhm. je vais pas baser toute mon activité sur des années sur Non. tarification horaire, en fait.
C'est Puis tu ça sais, qu'il faut j'ai en dit, c'est prendre en si tu compte. commences puis tu sais pas trop où est-ce que tu t'en vas, ce que tu vas faire, mais si tu le sais exactement puis que tu as vraiment un Mhm. plan précis des forfaits, etc., ben là, passe tout de suite à Ouais. la facturation, à la valeur. Mais Mhm. sinon, je pense que c'est plus safe puis c'est correct, c'est pas une mauvaise chose. C'est juste Mhm. je trouve qu'on se ramasse vraiment beaucoup avec des clients un peu piqués. Tu sais puis je dis pas que c'est le cas de toutes là, mais ça va amener plus de défis puis c'est pas Mhm. aussi le fun. On se sent pas comme dans une position d'entrepreneur. On se sent vraiment comme un employé qui est pas Ouais. payé dans le payroll, dans la paye de l'employeur, Mhm. tu sais. Et quelles sont les croyances ou les peurs les plus fréquentes que toi tu entends et comment est-ce que tu aides tes clientes à franchir le pas, ce pas-là? Par rapport à la Oui, à la tarification, à la tarification et au valeur. pricing de valeur, de passer. Uh-huh. Moi, ce que je vois beaucoup, c'est les gens qui ont peur de leurs clients actuels, qui ils ont peur qu'ils vont perdre toutes leurs activités. Moi, à ça, je vais répondre qu'on n'est pas obligé de le faire tout d'un coup. Donc, on va y aller de façon graduelle, avec une transition pour te permettre. Mais tu sais, les clients qui t'aiment, qui voient la valeur de ce que tu fais, ils vont rester. C'est ceux peut-être qui voient pas la valeur, puis c'est normal qu'on en ait certains qui disent non. Mais ouais, définitivement, ça serait le numéro un que j'entends le plus. Après ça, ben c'est tout de retravailler la perception de euh, tu sais que c'est pas le nombre de temps que ça te prend. C'est pas ils ont beaucoup de difficultés avec ça, mais quand on fait les exercices puis qu'on s'assoit puis qu'on les fait ensemble, ça fait du sens puis ils réalisent qu'effectivement ça a une grande valeur, mais il faut qu'ils les communiquent ces choses-là parce que si tu communiques pas la valeur, les gens la voient pas. C'est ton travail à toi. Ouais. Et puis d'où l'importance aussi de le faire avec quelqu'un d'autre en fait, je pense, parce que sinon nous on est dans notre univers, donc on les voit pas forcément en fait ces valeurs-là. Mhm. Non, puis on paierait pas pour nos services à nous parce que c'est pour nous, c'est facile, c'est naturel, mais pour quelqu'un à l'externe, oui, puis tu sais, va regarder les autres offres, c'est quoi si t'existes pas, vers quoi est-ce qu'ils vont se tourner, puis je te dis, Mhm. ça en donne vraiment beaucoup du jus sur comment tu te positionnes par rapport à ça, c'est quoi ta valeur différentielle, fait que c'est tous des exercices qui sont intéressants à faire. Mhm. Parce que voilà, ma prochaine question justement, c'est quel conseil tu donnerais aux solopreneurs ou aux travailleurs indépendants qui hésitent encore à augmenter leur prix et qui ne se sentent pas légitimes de facturer plus cher? Parce que je pense qu'il y en a Hmm. encore beaucoup qui sont dans ce stade-là en fait. Oui, beaucoup, beaucoup. Mhm. Je dirais de prendre le temps de s'asseoir puis de faire des exercices. Il y a le livre Ajoute un zéro d'Alex Martel que je recommande pas assez. Donc, ça, c'est une bonne lecture qui se lit très bien pour être capable de faire les premières étapes, de faire des exercices, mais de pas le faire toute seule, de prendre le point de vue de quelqu'un d'autre. Et ouais, je pense que ça serait ça. Je pense que c'est normal. Puis il faut juste se dire, c'est normal d'avoir un peu chaud en envoyant une offre de service, d'avoir envie de se cacher un peu. La première fois que j'ai envoyé une offre de service, puis que c'était 1200 $, je capotais. Mais tu sais, c'était pas tant cher, c'était pas assez cher en fait à l'époque. Euh, mais on n'est jamais 100% à l'aise, c'est correct. Donner la chance de l'expérimenter. Puis, si tu te fais toujours dire oui, ben ça veut dire qu'il y a un problème. Fait que Mhm. il faut augmenter tes prix. Ouais. Et finalement, oui, quand on a trop de clients, on se dit, ah, peut-être que mes prix sont pas assez hauts en fait. Finalement, c'est un critère. Oui, il faut prendre soin de notre entreprise. Il faut qu'on ait du Mhm. temps pour nous, pour faire de la prospection, pour aller chercher des clients. Il faut qu'on ait du temps pour nos clients. Il faut, tu sais, tout ça, faut que ça fasse du sens. Si t'arrives pas à avoir un peu d'espace dans ta semaine, Mhm. il faut que tu fasses de la place. Et pour ça, ben, il Mhm. faut que tes prix soient plus élevés. Mhm. Alors, on vient de parler de tarification et de valeur perçue. Et un autre levier pour asseoir sa crédibilité, ce sont les études de cas. Et toi, tu dis souvent que c'est un contenu le plus payé, c'est le contenu le plus payant. Pourquoi est-ce que selon toi, c'est un levier pertinent? Les études de cas, en fait, c'est que si quelqu'un devait faire un contenu pour envoyer à ses clients pour l'aider, ça devrait être une étude de cas. Parce que souvent, on va parler de témoignages, on va parler de Mhm. voici les clients que j'ai fait. Mais ça manque beaucoup de mise en contexte. Une Mhm. étude de cas, il va avoir une mise en contexte. C'était quoi la situation avant avec le client? C'est quoi que vous avez fait ensemble? C'est quoi le travail que vous avez fait? Et ensuite de ça, ben, c'est quoi les résultats? C'est quoi sa situation aujourd'hui? Peut-être même 6 mois plus tard, qu'est-ce qu'elle en pense? Ça, c'est toute de la mise en contexte qui fait en sorte qu'on n'a pas l'impression de se faire bullshiter ou de se faire tu
dire n'importe quoi. Exactement, donc c'est vraiment une belle preuve de crédibilité, puis c'est ça qui fait en sorte que, par exemple, tu l'envoies avec ton offre de service ou tu l'envoies avec d'autres documents, mais ça met la personne en contexte sur c'est quoi les choses que vous allez pouvoir faire ensemble, c'est quoi les possibles résultats que vous allez pouvoir avoir, parce qu'il y a rien qui vend mieux que justement les expériences que tu as eues par le passé, qui sont positives, qui sont mises en contexte. Parce que c'est quelque chose qui me dérange beaucoup, moi, c'est quand que je vois, oh, regarde, tel client a réussi à faire 20 000 $ avec moi ce mois-ci, mais c'est pas juste toi, c'est toute la mise en contexte derrière ça. Puis pour moi, ça perd beaucoup de crédibilité quand tu fais ça. Versus, voici qu'est-ce qu'on a fait ensemble et voici qu'est-ce que ça lui a permis d'accomplir. Et là, ben c'est vraiment ton meilleur argument de vente pour t'aider à augmenter tes prix puis te permettre de te légitimiser face aux clients puis comment toi tu te sens par rapport à tes prix. Et puis ça permet de voir aussi comment tu travailles en fait aussi Oui. par rapport aux autres. Et quelles sont les 3 erreurs les plus fréquentes que tu observes justement quand une personne propose une étude de cas? Moi, je pense que ce que je vais voir souvent, c'est des études de cas qui sont vraiment plates à lire. Donc, tu sais, faut pas oublier que tu sais, faut pas oublier que c'est quand même une histoire, qu'on a envie de raconter quelque chose. Donc, il faut que ce soit quelque chose qu'on ait envie de consommer. Un peu comme une infolette, si ça l'intéresse personne, il y a personne qui va la lire. Donc, il faut que ce soit intéressant à lire. Après ça, faut que tu le mettes devant les yeux de des personnes. Donc, les gens qui, par exemple, vont faire une étude de cas, vont le mettre sur leur site internet, mais vont jamais l'envoyer, vont jamais le mettre devant les yeux de des personnes, ben là, justement, c'est une autre erreur à faire. Puis ce que je vois aussi souvent, c'est des études de cas qui sont peut-être juste trop courtes. Euh, que ça va juste être la situation avant, point, 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 la situation pendant, après, puis tu sais, moi j'ai le goût que tu me racontes quelque chose, j'ai le goût que ça soit le fun, puis on entend une étude de cas, on trouve que ça a l'air plate, mais ça n'a pas besoin d'être plate, donc je te dirais que ça serait ça, autant dans où est-ce que tu le publicises, comment est-ce que tu le mets devant les yeux des clients, mais aussi dans la rédaction, là, tu sais, c'est assez, là, les affaires beige, carré, là, on fait des affaires le fun qu'on a envie de lire. Et est-ce que toutes les expériences clients peuvent être transformées en études de cas attractives ou est-ce que c'est réservé pour certains types de projets? Est-ce que tu peux transformer tout témoignage en étude de cas? Je pense que oui. Je pense que tu peux faire tout. Après ça, est-ce que tu as l'énergie, le temps, Donc il c'est faut peut-être pas trier quand même. pertinent. Non, Ouais. c'est ça. Je pense que tu peux prendre n'importe quelle expérience, en faire une étude de cas, mais après ça, est-ce que c'est pertinent dans dans toutes les situations? Pas nécessairement. Faut que tu choisisses quand même juste judicieusement, c'est où est-ce que tu mets ton énergie, parce que là, à ce moment-là, fais une collection de témoignages, mais Mhm. choisis peut-être 2, 3 bonnes études de cas qui sont différentes, avec des backgrounds différents. Si tu es capable d'avoir quelqu'un qui a une belle notoriété sur le marché aussi, ça va t'aider avec ta visibilité. Fait que tout Mhm. ça, c'est des choses qui peuvent être intéressantes. Et du coup, le fait aussi de faire des études de cas, est-ce qu'il faut pas anticiper en amont, avant de travailler avec le client, de se dire, ah, ça pourrait être une étude de cas que je vais pouvoir mettre en avant après. Est-ce qu'il y a une préparation à faire justement en amont et pas se dire une fois qu'on a travaillé avec le client, on se dit, ah mince, ça c'était une bonne étude de cas. Est-ce qu'il y a des préparations à faire en Ben, je pense parallèle où que tu travailles oui. avec le En client? fait, c'est pas obligé. Moi, ce que je propose comme méthode, ça va être plus dans le après. Mais si tu Mhm. sais d'avance que ça va être un bon client pour une étude de cas ou un client que tu vois, par exemple, tu sais, moi, je pense à un client qui a une offre de service, le avant puis le après. Mhm. Je le sais tout de suite qu'on va pouvoir augmenter beaucoup la valeur Mhm. perçue, qu'on va pouvoir l'aider. Ben là, je pourrais lui proposer d'avance, écoute, voici mon offre, mais j'aimerais ça qu'ensemble, on fasse une étude de cas par la suite. Mhm. Est-ce que tu t'engages par rapport à ça? Et je pense que ça peut être intéressant d'aller chercher l'information au fur et à mesure. Mais est-ce que si tu l'as pas fait, ça veut dire que tu peux pas revenir en arrière? Pas du Parlons maintenant du cabinet des curiosités. Donc toi, ça fait la 2e année que tu participes et on trouvera justement ton nouveau petit produit dans l'édition de cette année. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le concept et nous donner 3 bonnes raisons de l'acheter cette année? OK. Donc, le concept du cabinet des curiosités, c'est 124 produits qui sont complètement différents les uns des autres. Là, c'est sûr qu'on va en trouver quelques-uns qui se ressemblent, mais avec des personnes différentes derrière, avec des expertises différentes. Donc, c'est une collection de 124 produits que tu peux acheter à un prix réduit. Donc,
Là, j'ai pas les chiffres en tant que tels. Mais c'est ça. Donc, ça va être de retour cette année. L'année passée, j'ai fait partie du cabinet. Ça a été vraiment une belle expérience. Et je pense que des bonnes raisons d'acheter, c'est pas pour la quantité de produits, Mhm. mais c'est bien pour des outils en particulier qui vont être utiles pour toi. Parce que pour moi personnellement, je pense pas que quelqu'un va prendre les 120 quelques Mhm. produits et les utiliser tous. Mais si tu choisis peut-être 10, 15 produits, premièrement, t'es rentable, mais c'est aussi des choses Mhm. super actionnables. Moi, il y a des choses l'année passée, par exemple, des modèles de courriel ou qui m'ont vraiment été utiles puis qui me le sont encore aujourd'hui. C'est des choses super Mhm. concrètes parce qu'on pense beaucoup à bundle de formations. Ce ne sont pas des Ouais. formations, ce sont des Mhm. outils que tu peux Ce sont mettre en des outils place. concrets, ouais. Exactement, concrets que tu peux mettre en place super rapidement. Fait que Mhm. t'as pas besoin de consommer X, Y Oui. quantité, des choses que ça va aller, que tu vas claquer des doigts puis que ça va être mis en place. Mhm. Donc ça va être, je pense que c'est pour ça en fait. C'est si tu veux ne pas avoir à refaire de zéro des templates, des choses comme ça, ben prends les petits Mhm. produits puis ça va t'aider à aller plus vite et ça va être, ouais, ça va être vraiment le fun. Mhm. Oui, parce qu'ils seront déjà tout faits, prêts à l'emploi, donc il n'y a qu'à utiliser, on gagne du temps, Mhm. moins de prise de tête. Exactement. Ben écoute, Rosalie, je te remercie beaucoup pour cette interview. Pour celles qui souhaitent justement continuer à te suivre, où est-ce qu'on peut te retrouver en ligne? Oui, donc il va avoir mon infolettre, rosaliecôté.com/infolettre. C'est là où je vais partager mes contenus de plus en profondeur et je vais être aussi sur Instagram, Facebook, mais principalement Instagram dans mes stories, quelques publications par-ci par-là, mais pour la vraie connexion, c'est sur mon infolettre. Donc ouais, Ben, en tout cas, merci beaucoup, Rosalie. Je mettrai les liens sur sous la vidéo. Donc voilà. parfait. Ben merci pour ton temps, c'était vraiment le fun de discuter avec toi. Merci, Rosalie. Bonne journée.